أخبش مع Med Student. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire la seconde partie du cours de la transfusion et c'est parti. Alors dans la vidéo précédente on a parlé des CGR, CP et PFC. Aujourd'hui on va parler des indications. Quelles que soient les circonstances, on doit prendre en compte la balance des risques et bénéfices de la transfusion. Commençons par les CGR qui sont indiqués lorsqu'il y a une anémie mal tolérée. Qui dit anémie dit un apport insuffisant d'O2 vers les cellules corporelles. Et donc, notre but principal de la transfusion, c'est d'assurer un apport adéquat en oxygène. C'est pour cela le seuil transfusionnel dépend de plusieurs paramètres, à savoir le taux d'hémoglobine, la réserve cardiaque qui représente la capacité du système cardiovasculaire à maintenir une perfusion adéquate, et lorsqu'elle est réduite et donc les tissus ne reçoivent pas assez d'oxygène, là on essaie de compenser en augmentant les globules rouges. L'estimation de la vitesse du saignement est prise en compte aussi. En fait, si le saignement est rapide et important, il peut être nécessaire de transfuser des globules rouges pour compenser rapidement cette perte. La tolérance clinique et les conditions médicales sous-jacentes jouent un rôle important dans la décision de transfusion. Par exemple, les cardiopathes peuvent nécessiter une transfusion même si leur taux d'hémoglobine n'est pas vraiment bas, car leur organisme ne peut pas compenser efficacement la baisse de l'oxygénation. Et donc, si on doit résumer, le seuil transfusionnel dépend essentiellement du taux d'hémoglobine et de l'état du patient. Lorsque le patient tolère mal l'anémie ou lorsqu'il a une insuffisance cardiaque par exemple, là on le transfuse même si son HB est égal à 10. Par contre, chez un patient sans aucun antécédent ou maltolérance, on ne transfuse que lorsque l'HB est égal à 7. La posologie dépend de l'équation suivante et diffère entre l'adulte et l'enfant. Chez l'adulte, par exemple, une poche de CGR augmente le taux d'HB de 1 g par décilitre. Une particularité des CGR, ce sont les CGR qualifiés. Parmi eux, on a le phénotypage. Et avant de passer à ça, on doit comprendre quelques notions. Les globules rouges sont des cellules ayant des antigènes à leur surface. Ces antigènes sont regroupés en systèmes, par exemple ABO, Rhésus, etc. Le phénotypage, c'est la mise en évidence de ces antigènes. En règle générale, on spécifie seulement les antigènes du système ABO et l'antigène D du Rhésus. Mais dans certaines circonstances, on peut indiquer d'autres phénotypes. Alors, on a deux sortes de phénotypage qui sont le phénotype restreint, où on recherche le reste des antigènes du Rhésus, CCEE, et l'antigène du système KEL. Cela est indiqué lorsque le receveur présente un ou plusieurs allo-anticorps contre les antigènes mentionnés précédemment, ou chez une patiente en âge de procréer pour éviter les maladies hémolytiques du nouveau-né. Et enfin, pour les polytransfusés. Le phénotype étendu, par contre, consiste à la recherche du maximum d'antigènes que l'on peut, et surtout ceux qui sont les plus immunogènes. Toujours sous le titre des PSL qualifiés, on a les CGR compatibilisés. Alors, en règle générale, on doit transfuser des CGR compatibles au sang du receveur selon cette règle. Mais si vous remarquez, là, on prend en considération le système ABO et Rhésus seulement. Et donc, on recherche la compatibilité de ces deux systèmes uniquement et non pas des globules rouges en entier. Par contre, chez certains patients, plus précisément ceux ayant une ARAI positive, autrement dit qu'ils présentent ou sont suspectés de présenter des allo-anticorps, là, on doit s'assurer que les deux sangs sont 100% compatibles, c'est-à-dire on prend en considération les autres systèmes. Cela se fait au laboratoire à travers une épreuve de compatibilité entre le sérum du receveur et les CGR du donneur. La qualification compatibilisée ne peut être acquise que si les CGR sont effectivement et à 100% compatibles. Et enfin, on recherche la présence de cytomégalovirus avant de transfuser un receveur immunodéprimé. Passons aux concentrés plaquettaires qui sont indiqués lorsqu'il y a un syndrome hémorragique important suite à une thrombopénie ou une thrombopathie. Cette transfusion serait soit à but curatif ou bien préventive chez un patient ayant une thrombopénie isolée de 10 gigas par litre ou en préopératoire chez les patients ayant un risque accru de saignement ou qui vont subir une chirurgie lourde. La transfusion plaquettaire n'est pas recommandée si le patient a une thrombopénie secondaire que lorsqu'il y a une urgence. En fait, c'est plus efficace de traiter l'étiologie et vous allez comprendre. Parmi les thrombopénies secondaires, on a l'hypersplénisme où il y a une lyse des plaquettes et donc même les plaquettes transfusées seront détruites. En parenthèse, le traitement dans ce cas, c'est plutôt la splénectomie. Concernant le PTAI par exemple, il y a des anticorps antiplaquettaires qui vont détruire aussi les plaquettes nouvellement transfusées, etc. La transfusion plaquettaire est déconseillée en cas de thrombopénie induite par les héparines, qui est une réaction immunitaire indésirable qui se produit chez certains patients traités par l'héparine, où il y a une destruction plaquettaire, mais aussi une hyperactivation des plaquettes restantes et donc risque de formation de caillots sanguins.
La transfusion ne va rien changer et le traitement, c'est plutôt l'arrêt de l'héparine. Et enfin, concernant les contre-indications des CP, on a les microangiopathies thrombotiques. Et concernant la posologie, on transfuse une poche de concentré plaquettaire par 10 kg de poids. C'est pour cela on a besoin de connaître le poids du patient lors de la prescription. Alors, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, il y en a trois sortes de concentrés plaquettaires qui sont les CPS, CPA et MCP. Chacune de ces trois présente un taux de plaquettes précis présenté dans le tableau. Alors, il est préférable d'utiliser les CPA, mais on peut utiliser les CPS quand même. Les MCP par contre ont une indication particulière chez les sujets polytransfusés. MCP ou mélange de concentrés plaquettaires provient de plusieurs donneurs, et donc si le patient transfusé a une réaction immunitaire contre un ou deux donneurs, les plaquettes des restes du donneur seront intactes. L'efficacité transfusionnelle est évaluée cliniquement et biologiquement et on parle d'inefficacité lorsque le CCI, après 2 transfusions, est inférieur à 7, malgré une transfusion correcte. Le CCI est calculé par l'équation suivante. Maintenant, on passe au PFC. La transfusion de PFC est recommandée chez les patients ayant une anomalie profonde de l'hémostase et on cherche à les prévenir des hémorragies ou les traiter. L'anomalie profonde de l'hémostase est définie par une anomalie de fibrinogène, TP ou TCA. Les PFC sont des produits substitutifs et non de remplissage. Ils sont indiqués lorsque les facteurs de coagulation sont bas, soit par une hyperconsommation ou par une anomalie de production, ou lorsque le patient présente un déficit rare en facteurs non disponibles sous forme de fraction coagulante. La posologie du PFC est comme suit: 30 à 60 ml par kg pour les échanges plasmatiques et 10 à 15 ml par kg chez l'adulte pour une transfusion. Il faut différencier entre les échanges plasmatiques et les transfusions. Concernant la première, on enlève du plasma du receveur et on lui administre le plasma du donneur. Par contre, lors de la transfusion, on administre les PFC sans extraire le plasma du patient. Les concentrés de granulocytes d'aphérèse sont indiqués lorsqu'il y a une neutropénie ou un déficit fonctionnel des granulocytes qui sont sévères. Dans ces deux cas, le syndrome infectieux doit être sévère, résistant aux antibiotiques et mettant en jeu le pronostic vital. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de liker et de partager si ça a été utile pour vous. À la prochaine!